Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Inside News RDC. Nous sommes le vendredi 12 décembre 2025 et je suis heureuse de vous retrouver encore plus nombreux que jamais afin de suivre le résumé de l'actualité de notre nation, la République démocratique du Congo. 72 heures. C'est le temps écoulé depuis que le drapeau de l'administration congolaise a cessé de flotter sur Uvira. Ce soir, la deuxième ville du Sud-Kivu est toujours sous le contrôle effectif de l'alliance AFC M23, infligeant un camouflet diplomatique et militaire majeur à Kinshasa, à peine une semaine après la signature des accords de Washington. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à consulter notre émission d'hier consacrée au service national obligatoire. Face à la chute d'Uvira et aux interrogations sur nos capacités de défense, cette analyse devient d'une actualité brûlante. Nous y examinons la proposition du député Claude Misaré, nous la confrontons aux réalités démographiques et budgétaires du pays et nous proposons le modèle SNO 50K, un système ciblé formant 50 000 jeunes par an dans 25 bases provinciales. Quand une ville stratégique tombe en 6 jours, la question des effectifs, de la formation et de la mobilisation nationale cesse d'être théorique. Elle devient vitale. Regardez, informez-vous et partagez cette émission massivement, car elle répond directement aux besoins que nous avions afin de posséder une armée digne de ce nom. Au sommaire de cette édition, la riposte diplomatique face au fait accompli. Alors que les rebelles consolident leur position, le gouvernement congolais a réuni le corps diplomatique ce matin. Le message est univoque, pas de capitulation. Nous analyserons la portée de cette déclaration face à la réalité du terrain où les corps gisent encore dans les rues. L'onde de choc humanitaire, l'exode s'intensifie vers le Burundi. Plus de 500 000 personnes sont en mouvement dans la région. Médecins sans frontières suspend ses activités à Baraka, laissant craindre une catastrophe sanitaire majeure. La fracture politique. L'union sacrée appelle à la rue, l'opposition dénonce un piège. Martha Fayulu et la Lucha montent au créneau contre la gestion de la crise et l'accord de Washington, désormais qualifié de marché de dupes. Santé publique. Le drame silencieux. Loin du front, à Lubero, une autre guerre se perd, celle de la vie. 92 nouveau-nés sont décédés en 3 mois, faute d'équipement de base. Nous poserons la question de la répartition des ressources publiques. Économie. Le bras de fer sur la facture normalisée continue. Le ministère des Finances refuse tout report, invoquant les impératifs du FMI. Restez avec nous, c'est l'heure de l'information vérifiée. Commençons par la situation dans l'Est. 3 jours après l'entrée des rebelles à Uvira, la stupeur laisse place à une tentative de reprise en main politique à Kinshasa. Si les armes se sont temporairement tues en centre-ville, la bataille diplomatique, elle, fait rage. Ce vendredi matin, le gouvernement a convoqué en urgence les ambassadeurs accrédités à Kinshasa. L'objectif était clair, affirmer que la perte d'Uvira n'est pas la fin de la guerre. Au nom du gouvernement, le ministre d'État Guillaume Gueffa a déclaré avec fermeté que les forces armées de la RDC ne capituleront pas. Pour Kinshasa, Uvira n'est pas qu'un point sur une carte. C'est une ville portuaire vitale, un carrefour économique sur le lac Tanganyika et un verrou stratégique vers le Grand Katanga. La position officielle est désormais celle de l'intransigeance. Le ministre a qualifié l'épreuve de l'implication du Rwanda d'accablante et documentée, citant les propos du président Paul Kagame, revendiquant le contrôle de ces territoires. Il faut regarder la chronologie avec lucidité. L'accord de Washington a été signé le 4 décembre 2025. L'offensive sur Uvira a abouti le 10 décembre. Moins d'une semaine sépare la poignée de main diplomatique de la déroute militaire. Le gouvernement congolais énumère aujourd'hui les violations. Violation de l'accord de Washington du 4 décembre, violation de l'accord du 27 juin interdisant le soutien aux groupes armés, mépris de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, affirme que Kinshasa savait que le Rwanda n'était pas de bonne foi dès le début, mais qu'il fallait accorder une chance à la médiation américaine. Aujourd'hui, cette stratégie est remise en question par les faits. Mais pendant que les diplomates discutent, la réalité à Uvira est macabre. Des témoins rapportent que des cadavres jonchent encore le sol par endroits, notamment sur l'avenue menant à la cathédrale Saint-Paul. Les habitants, traumatisés, commencent timidement à sortir.
mais la ville reste sous une pression sécuritaire extrême. Les rebelles du M23 contrôlent désormais la mairie et le poste frontière, procédant à des fouilles pour débusquer les combattants pro-gouvernementaux. Nos forces armées, par la voix de son chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banza, tentent de rassurer. Lors d'un conseil des ministres restreint, il a présenté les nouvelles dispositions de défense pour verrouiller le territoire. Cependant, la question demeure. Comment un verrou aussi stratégique a-t-il pu sauter si rapidement, 6 jours après un accord de paix? Les conséquences de ces combats ne sont pas abstraites. Elles se comptent en vies brisées et en kilomètres parcourus à pied par des familles entières. La carte démographique de la région est en train d'être redessinée par la peur. L'Agence de coordination humanitaire de l'ONU, OCHA, a publié ce vendredi un rapport alarmant. Plus de 500 000 personnes sont en mouvement dans la région depuis le début du mois. C'est un demi-million de citoyens jetés sur les routes. La province du Tanganyika, voisine, a déjà enregistré l'arrivée de 27 000 nouveaux déplacés fuyant le Sud Kivu. Mais c'est vers le Burundi que les regards se tournent. La frontière de Gatumba, bien qu'officiellement fermée et militarisée, a vu passer des milliers de réfugiés et de militaires en déroute avant son verrouillage. Mais les conséquences sanitaires sont immédiates. Les infrastructures s'effondrent. Médecins sans frontières, MSF, a annoncé aujourd'hui une interruption prématurée de ses activités médicales à Baraka, à une centaine de kilomètres d'Ouvira, en raison de l'insécurité. L'impact est direct. MSF clôture une opération d'urgence contre le paludisme qui devait durer jusqu'en janvier 18. Entre août et décembre, cette structure avait soigné 25 000 personnes. Le risque d'épidémie de choléra et de MPOX est désormais maximal, dans une zone où les services de base sont à l'arrêt. Le gouvernement a dénoncé ces conséquences humanitaires, évoquant des infrastructures civiles endommagées et des blessés sans accès aux soins 21. Mais au-delà des dénonciations, la capacité de l'État à porter assistance à ces populations dans des zones sous contrôle rebelle est quasi nulle. Cette crise militaire réactive instantanément les fractures politiques à Kinshasa. Si l'appel à l'unité nationale est lancé par le pouvoir, l'interprétation des causes de cet échec diffère radicalement selon le camp politique. La classe politique est en ébullition. L'Union sacrée, plateforme du président Tshisekedi, a choisi la rue comme exutoire. Une marche pacifique est annoncée pour le vendredi 19 décembre. L'objectif est double, protester contre le Rwanda et exiger de la communauté internationale, spécifiquement des États-Unis et de l'Angola, des sanctions effectives. Parallèlement, un groupe de députés nationaux organise un sit-in ce lundi 15 décembre devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Ils estiment que la prise d'Ouvira sape les efforts de paix américains et exigent des mesures contraignantes. Le son de cloche est tout autre du côté de l'opposition. Martin Fayulu n'y va pas par 4 chemins. Pour lui, Félix Tshisekedi a été piégé dans l'accord de Washington. Selon l'opposant, cet accord permet de présenter le Rwanda en victime, alors qu'il est l'agresseur, et c'est la population congolaise qui en paie le prix. Il appelle à un dialogue national comme seule issue. Plus radical encore, la Lucha, lutte pour le changement, exige des têtes. Le mouvement citoyen réclame la démission immédiate du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des FARDC pour manquement grave à leur mission régalienne. La Lucha pointe l'incapacité et la légèreté des autorités à protéger les civils et demande la suspension des accords économiques avec le Rwanda et les États-Unis. Ces réactions posent une question centrale. La stratégie du tout diplomatique et de l'externalisation de la sécurité vers des partenaires régionaux ou internationaux est-elle arrivée à ses limites? Pendant que les canons tonnent dans le Sud Kivu et que les politiciens débattent à Kinshasa, le Nord Kivu fait face à une tragédie silencieuse qui en dit long sur l'état de nos services publics. Ici, ce ne sont pas les balles qui tuent, mais le manque de matériel le plus élémentaire. Les chiffres communiqués par l'Ordre des sages-femmes du territoire de Lubero sont glaçants. Au cours des 3 derniers mois, au moins 92 nouveau-nés sont décédés dans la zone de santé de Kaina. La cause n'est pas une épidémie mystérieuse, mais une défaillance structurelle. L'absence d'unité de néonatologie à l'hôpital général de référence. Gerlas Kassiko, président de l'Ordre des sages-femmes locales, explique que sans couveuse ni service spécialisé, les prématurés sont condamnés.
De Kanyabayonga jusqu'à Moussienene, nous n'avons pas d'unité de néonatologie, déplore-t-il. Les soignants en sont réduits à utiliser des techniques rudimentaires apprises à l'école, impuissants face à la mortalité. Cette situation interroge directement la gouvernance et l'allocation des ressources. Alors que des budgets sont votés, que des fonds d'urgence sont annoncés, comment expliquer qu'une zone de santé aussi importante soit dépourvue du strict minimum pour maintenir des enfants en vie? C'est une faillite de l'État dans sa mission de protection sociale la plus basique. Terminons ce journal par l'actualité économique. Malgré le contexte sécuritaire, le gouvernement tente de maintenir le cap des réformes structurelles, quitte à engager un bras de fer avec le secteur privé. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, s'est montré inflexible ce vendredi face à la Fédération des entreprises du Congo, FEC. La date d'entrée en vigueur de la facture normalisée, fixée au 1er décembre, est non négociable. Pour le gouvernement, cette réforme est cruciale pour lutter contre la fraude à la TVA, respecter les engagements pris avec le FMI, élargir l'assiette fiscale. Si le ministre promet une tolérance sur les premières pénalités et un accompagnement technique, le message est clair. La digitalisation fiscale est irréversible. Déjà 2452 contribuables ont adhéré au processus. Et ailleurs dans le pays, l'économie, c'est aussi la capacité de circuler. Au Kwilu, la société civile alerte sur l'état de la route Kimputu-Kikwit. Des camions de marchandises agricoles sont bloqués, menaçant d'asphyxier l'approvisionnement des grands centres urbains comme Kikwit et Kinshasa. À Kinshasa, une note positive avec la signature d'un partenariat pour le programme Bus de nuit Yaofélé. Du 20 décembre au 5 janvier, des bus Transco circuleront gratuitement de 22h à 4h du matin sur 10 lignes principales. Une tentative de dynamiser l'économie nocturne de la capitale. Avant de nous quitter, récapitulons les points essentiels de ce vendredi 12 décembre. Le gouvernement congolais réaffirme qu'il ne capitulera pas face à l'occupation d'Ouvira, malgré la violation flagrante des accords de Washington par le Rwanda et le M23. La crise humanitaire s'aggrave, avec un demi-million de déplacés, tandis que sur le plan intérieur, la pression politique monte pour exiger des comptes aux responsables de la défense. L'actualité, c'est aussi ce contraste saisissant. Pendant que l'on se bat pour la survie de la nation à l'Est, des nouveau-nés meurent faute de soins à Lubero et l'administration fiscale tente de moderniser l'État à Kinshasa. Je vous rappelle notre émission d'hier sur le service national obligatoire. Après la chute d'Ouvira en 6 jours, cette investigation sur les capacités de défense nationale prend un relief immédiat. Nous y analysons la proposition du député Claude Misard de former tous les jeunes de 18 à 30 ans. Nous exposons les défis démographiques avec 106 millions d'habitants, dont 70% ont moins de 25 ans. Et nous proposons le modèle SNO 50K, formant 50 000 recrues annuellement dans 25 bases provinciales pour un coût gérable entre 115 et 185 millions de dollars par an. Visionnez cette analyse, partagez-la. Le lien figure sous cette vidéo. Comprendre comment renforcer nos forces armées de manière réaliste éclaire directement les événements d'aujourd'hui. Je n'oublie pas de vous transmettre notre pensée du jour. En ces temps de turbulence, il est utile de rappeler que la signature d'un accord de paix ne vaut que par la bonne foi des signataires et la capacité de dissuasion de ceux qui le défendent. Les événements de cette semaine nous rappellent cruellement que la diplomatie sans rapport de force favorable est souvent un exercice solitaire. Je vous remercie de votre fidélité. Retrouvez Ilungwa dès demain à la même heure pour faire le point sur les informations du week-end et de la fin de la semaine. C'était Inside News RDC. Merci encore de votre fidélité et surtout, restez exigeants avec l'information. Bonsoir et à la semaine prochaine.